conférencier, Monsieur Dr Paul Boisvert, docteur en sciences de l'activité physique. Il est kinésiologue accrédité, coach en poids santé, en saines habitudes de vie. Paul fut coordonnateur des activités éducatives et administratives de la chaire de recherche sur l'obésité de l'Université Laval de 1998 à 2013. Il a rédigé les 2 premiers avis scientifiques de Kino-Québec, portant sur les recommandations d'activité physique des adultes et des jeunes, dont le 30 minutes d'activité par jour. Investigateur de Virage Santé de l'école secondaire de Rochebelle de Québec de 2004 à 2012. Communicateur aguerri, Paul a participé à plus de 500 communications médias et entrevues, à la radio, à la télévision, sur les magazines, sur les journaux, dans des blogs santé. Et dans ses loisirs, Paul est un maître nageur compétitif depuis plus de 30 ans. Il a abaissé 23 records provinciaux au fil des années. Alors, il fait plaisir de vous le présenter, Monsieur Dr Paul Boisvert. L'autre micro, il est rendu où? J'en avoir peut-être de besoin si je décide de me promener dans la salle. Je lui ordonnerai pour les périodes de questions. Bon, écoute, docteur, ça fait un peu pompeux, là. D'autant plus que dans les saines habitudes de vie, c'est surtout l'activité physique, le contrôle du poids et l'alimentation sur lequel je suis un expert, un spécialiste, mais je ne suis pas un expert et un spécialiste des émotions. Puis je viens vous parler des émotions aujourd'hui, fait que il faut relativiser là, l'importance que je puisse me donner. C'est que la différence entre l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle, elle est importante. D'autant plus qu'on s'aperçoit que le succès dans la vie est dépendant à quelle proportion entre l'intelligence intellectuelle, le QI, et l'intelligence émotionnelle? 80-20. Pardon? 80%. 80%, ça peut aller. C'est en majorité l'intelligence émotionnelle qui va faire en sorte que quelqu'un va avoir du succès dans la vie. Pas les diplômes, pas les connaissances. Donc, après que tu as eu tes diplômes. Moi, je constate que mon intelligence, mon QI est quand même assez bon, mais qu'au niveau de l'intelligence émotionnelle, je ne suis pas mieux qu'un autre. Et même, peut-être que cette conférence-là, avec la préparation que j'ai faite, va peut-être m'aider à être une meilleure personne. Puis je vois des changements qui se sont effectués dans les dernières semaines, derniers mois. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous comme coach aussi, c'est que 40% de mon intervention est sur la motivation et sur les aspects psychologiques et sur les émotions que la personne va pouvoir utiliser pour faire des changements d'habitude de vie. Et moi, ce que je veux apporter chez vous aujourd'hui, c'est vraiment des astuces pratiques pour dire, moi, je repars de la conférence aujourd'hui et je vais apporter tel et tel petit changement. Donc, devenir conscient un peu plus et en faire un petit peu plus au niveau émotionnel. Parce que aussi, c'est que je me suis aperçu dans les dernières années qu'à chaque fois qu'on parle de la sociabilité est un facteur important et même majeur pour ce qui est de la longévité. Pour les centenaires, pourquoi ils vivent 100 ans? On les a étudiés à travers le monde, dans plusieurs communautés. Et à chaque fois, parce que moi, ça m'intéresse, c'est les habitudes de vie, l'alimentation saine, l'activité physique, et bon, puis même l'alcool, c'est pas au contraire, le petit verre de whisky à 5 heures, ça aide à la longévité. Donc, ne vous sentez pas coupable là-dessus.
Mais ce qui me revenait tout le temps et ce qui m'a vraiment, vraiment étonné, c'était la sociabilité que les gens ont avec leur environnement qui va faire en sorte que c'est un déterminant de la longévité. Donc, la sociabilité, ça va se déterminer par une meilleure communication, le partage, le soutien, la présence, la disponibilité, l'empathie, la compassion, la bienveillance, aider les autres. Donc, les émotions, on va en parler par rapport à nous, mais sur quoi je vais insister aujourd'hui, c'est plus sur les émotions, la gestion des émotions, la reconnaissance des autres, dans la sociabilité. D'autant plus que dans la philosophie des peuples à travers le monde, on va retrouver la sociabilité au cœur de la philosophie. Par exemple, cette semaine, j'ai entendu parler du Qigong coréen. Ça, c'est nouveau. C'est pas nouveau, mais que moi, j'ai pu lire. J'ai un livre sur le Ikigai japonais. On parle aussi de l'Ubuntu africain. Tous ces peuplades-là ont une philosophie de vie communautaire où est-ce que la sociabilité est au cœur de la vie des gens, la vie communautaire. Alors, pour plus d'humanité et de bienveillance aussi, parce que je trouve qu'avec ce qui se passe depuis plusieurs années, que la bienveillance se perd dans la société. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous avez fait le même constat aussi. Alors, on va parler de la bienveillance, on va vous donner des exemples, on va mettre des mots sur les émotions, sur les sentiments, faire des différences, puis de faire en sorte qu'on va peut-être avoir par des exemples, l'appliquer dans notre vie, puis être un petit peu une meilleure personne. Ça vous va avec ça? Oui. Alors, moi aujourd'hui, je me sens plus fébrile de faire cette conférence-là parce que c'est une nouvelle conférence, c'est la première fois que je la fais. Donc, je me lance en pleine vulnérabilité. Puis c'est un peu ça aussi l'exercice pour moi, bien humblement, mais aussi égoïstement, de dire, moi au début je disais, moi j'ai toujours fait des conférences intellectuelles, universitaires, sur les connaissances. Puis faire une conférence sur les émotions, c'est que ça permet de sortir de son cadre, d'être un peu plus émotif dans la façon de présenter aussi. Puis, c'est ça, moi je me sens fébrile aujourd'hui parce que c'est comme nouveau, je suis content de vous partager ça en pleine humilité parce que c'est nouveau comme je vous disais, mais c'est très très imparfait et c'est pas ma spécialité. Donc, peut-être me demander votre indulgence, je ne devrais pas faire ça, mais je vous le demande pareil. Donc, moi je vous demanderais d'identifier tout de suite l'émotion qui vous habite, soit aujourd'hui ou soit ces temps-ci. Puis, ça aurait été le fun. Si on avait été un plus petit groupe, j'aurais pu faire le tour, puis on aurait pu dire, mais juste gardez en tête, je veux que vous identifiez votre émotion que vous avez aujourd'hui, que ce soit positif ou négatif. J'écoutais Vincent auparavant, puis là je dis, hey, j'aurais dû faire une autre diapo sur la différence entre femmes sur les émotions. Bon, on dit par exemple que les femmes sont plus émotives. On dit aussi qu'ils vont être émotifs sans raison, les exprimer plus facilement que les hommes, sont plus hystériques. Alors que les autres vont exprimer leur colère. Ils sont plus physiques au niveau de l'expression de leurs émotions. Ils seraient plus calmes et plus en contrôle de soi, mais tout ça, c'est des préjugés qui sont pas nécessairement prouvés, ou il y aurait peut-être des études davantage à faire là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai trouvé ce matin durant la présentation de Vincent sur la différence entre femmes. Ça serait intéressant aussi de faire le constat de ces différences-là. Et, ça, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Oui. Alors,
Alors, on est prêt à commencer. La première partie va être un petit peu plus aride, mais on va essayer de passer quand même plus loin, mais je veux quand même vous pointer des aspects plus particuliers sur certaines des diapositives. Bon, ça fonctionne. Et on est parti. Qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une réaction d'adaptation et d'information sur nos besoins fondamentaux par rapport à une situation vécue. Ces émotions-là vont nous permettre, c'est une réaction de survie aussi, qui nous permet de répondre à ces événements-là. Et les émotions vont durer quelques minutes, quelques secondes, c'est spontané. Les principales émotions que l'on décrit dans la littérature, c'est la joie. Et la joie peut être déclinée en différentes sous-émotions qui peuvent être tempérées de façon plus importante, plus intense ou moins intense. Et on va peut-être revenir sur aussi un peu plus tard sur la fierté. La joie, c'est aussi s'amuser par le jeu, par exemple, avoir du plaisir. La tristesse, ben, elle se décline aussi. Une très grande tristesse, ça va être plutôt la mélancolie. La tristesse peut venir de la contrariété par rapport à une situation qui nous frustre, par exemple. La peur, ça peut être juste une inquiétude, mais si elle est plus grande, ça va être une crainte. Ça peut nous amener de la panique ou même de l'anxiété. On va parler un petit peu plus de l'angoisse et l'anxiété un peu plus tard, et par rapport avec la gestion du stress, parce que ça, c'est une autre conférence complète que j'ai sur la gestion du stress, donc qui parle de l'angoisse et de l'anxiété. On va voir les différences entre les deux. La colère, ben, ça s'exprime de différentes façons. Une colère qui est grande, ça va être de la rage. Une colère qui est juste moins grande, ça va être peut-être plus de la frustration. Et dans les autres, on en identifie d'autres qui sont parmi les majeurs. On va parler du dégoût. Le dégoût par rapport à une situation ou à quelqu'un et la surprise. Donc la surprise aussi se décline de façon abasourdie. Moi, un exemple de surprise qui me vient à l'idée, c'est quand je vais au cinéma et que là, il y a un effet de surprise qui survient à l'écran. Moi, je me mets à crier. Mais spontanément, ah! La surprise. Puis là, ça peut être aussi la peur qui se mélange à ça. Et ce que je vois autour de moi, c'est que les gens sont plus surpris de ma surprise que de ce qu'ils voient à l'écran. Donc, je suis quand même... Ça, c'est un exemple, je suis quand même pas mal émotif comme ça. Un autre exemple et par rapport à la colère, c'est que moi, j'ai de la colère, puis quand j'exprime la raison pourquoi j'ai de la colère, mon ton monte. Parce que là, lui, qu'est-ce qu'il a fait avec moi? Où est-ce qu'elle a fait? C'est pas correct, puis j'aime pas ça. Puis là, la semaine passée, j'étais chez un ami, on va rebaisser le ton, parce que je m'emporte facilement, et je revis la colère. Ben Paul, tu revis la situation qui t'a amené en colère, et là, tu es encore en colère. Oh. Fait que là, contrôle de soi, maîtrise de soi, c'est un problème. Ça a toujours été un problème. Oui, puis là, la madame ici a dit, tu sais, on va en parler, comme de la gestion de la colère, comment il faut se retirer, il faut, tu sais, avant de passer pour un fou, moi je passe pour un fou tout le temps. Alors ça c'est l'expression de ma colère. Donc il y a beaucoup de travail, moi j'ai beaucoup de travail à faire sur ça en particulier. La peur, anxieux, ça revient encore. L'angoisse, l'anxiété, on va revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus?
ça, je vais peut-être passer plus vite, par exemple. La colère, ça va venir d'une cause d'injustice. L'impuissance, la frustration. Bon, moi, quand j'ai des frustrations ou quand. Moi, l'injustice, je tolère pas ça. Puis je deviens en colère. Puis je l'exprime. Fait que c'est un des exemples. La tristesse, ben, c'est la perte d'un être cher, avoir de la peine. Alors ça, c'est les émotions négatives avec la honte. On y reviendra peut-être tantôt. Je pense que j'ai une diapositive sur la honte. En faire la distinction par rapport à la culpabilité. Hein? La culpabilité et la honte, c'est pas pareil. C'est deux niveaux différents. On va voir qu'est-ce qui caractérise la honte par rapport à la culpabilité. Alors, des émotions, des sentiments, c'est-tu la même affaire? C'est-tu pareil? Qu'est-ce qui est différent? Alors, les sentiments, c'est un état, c'est pas une émotion, c'est un état durable, ressenti pour un être, une chose ou une idée. Par exemple, l'amour ou la haine. Donc, vous ne les avez pas vus dans la liste nécessairement des émotions. Donc, l'amour et la haine, c'est un sentiment. On l'associe souvent, le sentiment, on les mélange, mais c'est que l'émotion, elle est plus immédiate, avec différentes intensités. Elle ne dure pas longtemps, alors que les sentiments, eux autres, ils durent beaucoup plus longtemps. Alors, pour la gestion des émotions, on va se demander de prendre du recul. Donc, si on a une émotion intense, il y a une gestion. Okay? L'intelligence émotionnelle, ça va être la gestion des émotions. Puis la première étape, c'est de prendre du recul. Attends, je vais prendre 5 minutes, là, je vais me calmer, là, puis là, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. OK? On va revenir sur ces façons de faire un peu plus tard. Alors qu'un sentiment, ça demande un questionnement personnel. C'est plus intellectuel. C'est plus, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en vienne là? Ça peut être une remise en question pour faire face à une situation. Alors, de façon schématique et simple, la gestion des émotions, pour avoir une meilleure intelligence émotionnelle, ça passe par 4 étapes. Alors, on identifie. Alors, c'est quoi l'émotion? Peux-tu mettre le nom sur l'émotion que tu vis? Alors, si c'est de la colère, ben c'est de la colère, c'est pas autre chose. C'est comme je me sens mal. Ben, je me sens mal, c'est pas une émotion. Travaille un peu plus fort. Donc, identifier son vécu émotionnel, mais aussi ceux des autres. On va revenir tout le temps là-dessus. Il y a les émotions que tu vis, il y a les émotions que l'autre vit. Tu vas gérer tes émotions, tu vas gérer aussi les émotions des autres. Ça va être toujours en dualité comme ça. Exprimer ses émotions et permettre aux autres de faire pareil. Encore une fois, j'ai des émotions, je les exprime. Ça a l'air que les femmes les expriment plus que peut-être un peu trop. Mais là, je ne sais pas. Là, moi, je ne suis pas un expert là-dessus. C'est des préjugés qu'on a. Les hommes l'expriment, par exemple, différemment. Par exemple, la colère, plus les hommes que les femmes. Je suis d'accord avec ça. Et permettre aux autres de le faire aussi. C'est pas parce que tu as des émotions que l'autre n'en a pas. Puis tu dois permettre à l'autre d'exprimer ses émotions, donc tu dois y laisser de l'espace. Il n'y a pas juste toi dans la vie qui a des problèmes émotionnels. OK? OK, ça va avec ça? Ouais. Comprendre son vécu et celui des autres aussi, ainsi que ses réactions. Donc, tu as une émotion, l'autre a des émotions. Essayer de comprendre l'autre, comprendre les réactions. Et la compréhension, on va voir que la compréhension, c'est la clé de l'empathie. Si de l'empathie, c'est juste identifier l'émotion de l'autre,
sans la comprendre, vous ne faites pas de l'empathie. On y revient tantôt. OK? La régulation, ben, c'est d'utiliser nos émotions, la compréhension de soi, des autres, en vue de désamorcer des conflits, de faciliter la coopération. Là, on parle peut-être aussi plus au niveau professionnel, au niveau organisationnel, les gestionnaires. Pour être un bon gestionnaire, il n'y a pas de choix, il faut qu'il soit une intelligence émotionnelle très grande, parce que lui, il veut favoriser la coopération de ses employés par rapport à son organisation. Il veut désamorcer des conflits, ou on peut s'en servir pour entrer en relation, pour faciliter l'amitié ou entretenir l'amour. On va y revenir un peu plus tard si j'ai du temps. Ça aussi. Donc, on y vient finalement à l'intelligence émotionnelle, c'est dans le titre de la présentation. C'est la capacité de percevoir, comprendre, gérer, exprimer. Donc, les quatre parties de la roue, ses propres émotions ainsi que celles des autres afin de résoudre des problèmes et réguler les comportements liés aux émotions. Donc, ça résume en mots l'image précédente. Donc, on revient de façon détaillée, présentée de façon différente. Donc, la conscience de soi, c'est reconnaître, identifier. J'ai une émotion, c'est laquelle? Donc, il faut aussi écouter ses sens, ses perceptions. Je tremble. Ben oui, mais tu trembles. Pourquoi tu trembles? Parce que j'ai une émotion, laquelle? Je suis énervé, je suis frustré, et essayer de comprendre la cause. Donc, on peut l'exprimer. On peut aussi maîtriser ses émotions. Le contrôle de la colère, on va avoir une diapositive là-dessus sur comment contrôler la colère. Parce que dans notre société, si on est trop en colère, on l'exprime trop, notre colère, ben ça se retourne contre nous, puis on a l'air de quelqu'un qui n'est pas en contrôle de soi, puis qui met à l'aise les autres. Donc, c'est pas toujours bon d'exprimer sa colère. S'affirmer. Si on a du temps, j'ai une diapositive sur l'affirmation de soi. L'affirmation de soi va permettre de mieux gérer notre relation avec les autres, puis de ne pas tout prendre sur soi, puis de faire semblant qu'il n'y a rien. Mais que vous bouillez en dedans de vous. C'est apprendre à dire non, parce que vous dites tout le temps oui, ben à un moment donné, il y a des limites, puis il faut apprendre à dire non. Ça, c'est une partie de l'affirmation de soi, pour laquelle on va revenir un peu plus tard. Conscience de l'autre, ben c'est partager, sans juger. OK, tu écoutes l'autre, mais tu n'es pas toujours en train de donner des conseils, puis juger, puis dis-moi comment tu te sens, puis je vais te dire, ce que j'en pense. Vous comprenez? Et la présence sans distraction, et là on parle de l'empathie et de la sympathie. On va revenir à des petites étoiles, c'est-à-dire qu'on en reparle un peu plus tard. Gestion des émotions des autres. À ce moment-là, on va parler de sollicitude, de compassion et de bienveillance. On va en parler plus en détail dans ce qui vient. Donc, conscience de l'autre, empathie, mais quand on gère les émotions des autres, c'est là qu'on tombe dans la compassion et dans la bienveillance. Donc, on va distinguer ces notions-là. L'empathie. L'empathie, c'est la capacité de ressentir les émotions de l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Ce qu'on éprouve en dedans. Et je constate que tu es triste d'avoir perdu ta mère et je comprends pourquoi. Donc, le facteur compréhension est important. Mais c'est quand même objectif. C'est, OK, tu vis pas les émotions de l'autre, tu les reconnais, tu dis, ah oui, je vois que tu es triste. Puis donc, il y a une certaine distance affective. Puis pour y arriver à faire de l'empathie, il faut s'intéresser aux autres, poser des questions. Donc, tu ne peux pas déterminer, savoir, montrer de l'empathie si tu ne sais pas que l'autre a des émotions. Puis si tu ne sais pas si tu as des émotions, si tu ne t'intéresses pas aux autres. Si tu ne t'intéresses pas aux autres, ben, tu ne poseras pas de questions, tu ne sauras pas nécessairement que la personne vit des émotions pour lesquelles tu veux être empathique. La compassion,
c'est un sentiment, c'est pas une émotion, c'est un sentiment qui nous pousse à être touché et sensible, et on souhaite alléger la souffrance de l'autre. Donc, souffrir avec et aider. Et le mot, le facteur clé, c'est l'action. C'est aider, chercher à soulager ou de consoler, chercher des solutions, vouloir aider. Donc, vous voyez l'étape supplémentaire de l'empathie, que par rapport à l'empathie, c'est de la compassion. Donc, si vous pensez que vous faites de la compassion, alors c'est seulement de l'empathie, il faut faire quelque chose pour ça. Je comprends ta peine, je vais passer la soirée avec toi pour que tu te sentes pas seul. Donc, tu fais de l'empathie, mais l'étape suivante, je vais faire quelque chose pour toi. Et ça, c'est de la compassion. Deux autres notions qui sont un peu galvaudées, même dans la littérature, même sur Internet, c'est pas toujours clair. Mais moi, ce que j'ai retenu de ce que c'est que la sympathie, c'est de vivre les émotions des autres. On disait que dans l'empathie, on essaie de garder une certaine distance émotionnelle, d'être objectif. Dans la sympathie, on ne l'est pas du tout. C'est le partage des sentiments et même vivre les mêmes émotions que l'autre. C'est-à-dire que tu vas te mettre à pleurer en même temps que l'autre. Fait que là, si tu pleures, tu n'as plus la distance émotionnelle pour être capable d'aider nécessairement. Tu es comme aussi, tu as autant de désarroi que la personne à qui se confie à toi. Donc, c'est subjectif et absence de distance émotionnelle. Je suis désolé de ce qui vous arrive. La sollicitude, ça aussi, il y a différentes définitions. Ce que j'en comprends, et ça, pourquoi je veux vous en parler, c'est que la sollicitude, c'est une attention vigilante et compatissante qui se situe à mi-chemin entre l'empathie et la compassion. C'est offrir sa disponibilité, son aide, poliment, laisser l'autre, mais laisser l'autre décider. C'est plus que de l'empathie, moins que de la bienveillance. Si tu veux parler de ce que tu vis, tu peux me contacter en privé sur Messenger. Le facteur clé, c'est être prêt à consacrer du temps à écouter. Hein? Si tu offres ton aide, puis là, la personne demande ton aide, puis là, tu es pogné parce que tu n'as pas de temps, bien là, tu as juste voulu être poli. Fait que, tu sais, soyez sincère et honnête et authentique quand vous offrez votre aide. J'ai un exemple personnel là-dessus. Justement, on voit souvent ça sur Facebook. Les gens, d'un coup, ils expriment en public à leurs 300 amis Facebook qu'ils ont besoin d'aide. Ou qu'ils sont en désarroi, ou ils vivent quelque chose de difficile. Puis tu vois qu'il y aurait peut-être besoin d'aide. Fait que là, dans les commentaires, tu dis « Ah, si tu as besoin de parler, je suis disponible, écris-moi en privé. » Hein? C'est correct aussi, mais c'est de la sollicitude, c'est pas de la compassion. Parce que c'est pas tout à fait un niveau d'aide. Tu es prêt à aider, mais tu n'aides pas encore. Donc, je fais une différence entre la sollicitude et la bienveillance. Et la compassion. C'est que mon exemple, c'est que l'année passée, j'ai quelqu'un que je connais pas, qui est dans un groupe Facebook, puis qui dit moi je suis à Québec, puis je sais pas trop comment me débrouiller, puis j'aimerais ça voir quelqu'un pourrait m'aider. Fait que là, dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont écrit pour dire ben si tu veux en parler, je peux. Écris-moi, puis on va se jaser. Moi, j'ai écrit en privé, tout de suite, dire écoute, moi, je comprends ton désarroi, je sais que je peux t'aider, puis je vais le faire. Fait que, est-ce qu'on peut se rencontrer? Puis, de façon très intéressée, j'ai le fait comme un coach, mais gratuitement, là, puis dire, regarde, moi, je vais t'accompagner dans ce processus-là. Et puis ça fera le temps que ça veut. Si on se rapproche, on devient amis, tant mieux. Puis si on ne devient pas amis, pas plus grave que ça. Moi, je vais avoir fait ma job de t'avoir aidé. C'est tout ce que je veux faire. Donc c'est de la compassion parce qu'il y a eu une demande d'aide et j'ai répondu par une action. Ça va jusque-là? Oui.
La bienveillance. La bienveillance. La bienveillance, pour moi, c'est d'aller au-devant des autres. C'est d'être bienveillant envers les autres en prenant soin d'eux, en étant prévenant à l'écoute de leurs besoins. C'est contribuer à faire une différence et à faire du bien. Et je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport à la compassion, c'est que là, tu ne laisses pas le choix à l'autre de te laisser t'aider, de se laisser aider parce que tu dis, garde, moi je vais prendre soin de quelqu'un, ça veut dire que tu vas être proactif, tu vas offrir des choses, tu vas faire une différence, tu vas organiser des choses au-devant. En allant plus loin dans la bienveillance, c'est que tu vas détecter avant même que la personne le reconnaisse, qu'elle a besoin d'aide, puis tu l'approches pour dire, tu as besoin d'aide, puis je vais t'aider. Un de mes exemples, c'était, j'ai un ami qui a perdu son conjoint après 30 ans de vie commune. Puis le conjoint, c'est lui qui cuisinait. Puis cet ami-là est très occupé au travail, il revient tard. Et là, je disais, j'ai fait preuve de sollicitude. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de quelque chose, je peux t'aider, j'ai du temps pour toi. Hésite surtout pas. Hein? Puis là, il s'est passé, c'était en juillet, puis là, au mois d'août, il se débrouille, je m'informe pour savoir si tout va bien. Puis là, maintenant, j'ai dit non, je vais faire preuve de bienveillance. J'ai dit, je t'apporte des plats, on cuisine beaucoup à la maison, alors j'ai apporté des plats maison, de la cuisine maison, des petits plats individuels. Puis 2 semaines plus tard, je l'ai invité à souper. J'ai dit, juste te déposer, juste nous trois, mon ami, mon conjoint, moi, puis toi, puis regarde, quand t'es tanné, tu t'en vas, puis c'est à la bonne franquette. Puis là, j'ai redonné d'autres plats. Parce que j'avais fait une de mes recettes préférées, j'avais fait un beurre bourguignon 2 jours avant, fait que là, j'ai dit, il faut que tu goûtes à ça, c'est divin. Ouais, j'ai un ami qui donc sa maison passe au feu. Puis un logement, il habitait un de ces logements-là. Ça m'a rendu très, très triste. C'était pas un ami proche, mais c'était quelqu'un avec qui j'avais des affinités, puis on organisait une couple d'activités ensemble, de sorties au théâtre, des trucs comme ça. Puis là, j'ai dit, faut que je contribue. Je trouve ça trop dur, je me mets à sa place, puis j'ai dit, moi j'aurais besoin d'aide, j'aimerais ça que quelqu'un prenne soin de moi. Fait que j'ai dit vendredi, je t'amène au spa, on va jaser, je t'offre à souper, puis tout gratuit, puis... Fait que là, on l'a fait, puis il dit, après ça, il a dit, hey, finalement, là, t'es la personne qui m'a donné le plus, qui est le plus significatif au niveau de l'aide. Puis il dit, avant, on était plus des camarades, maintenant, on est des amis. Parce que là, j'ai créé des liens. OK, bienveillance 101. Bienveillance 101, puis je le vois tout le temps. C'est quoi la bienveillance 101 que vous voyez? Moi, je le vois tous les jours, là, parce que je vais au PEPS, puis je vois du monde, je croise du monde que je ne connais pas. Avez-vous un exemple qui vous vient en tête? La première chose que tout le monde fait, c'est comme culturel, c'est éducationnel. Levez la main. Saluer. Saluer, c'est pas de la bienveillance. Saluer, c'est de la sociabilité. Un sourire. Ça, tu t'informes. Non, c'est pas de la bienveillance. On parle de bienveillance. Je vais vous donner. C'est de l'empathie. On est OK, bienveillance. OK, bienveillance. Il faut faire une différence, faire de la prévenance, faire du bien. 101. Tout le monde fait ça. J'en reviens pas. J'arrive au PEPS. On est plein du monde. Il y a quelqu'un devant moi qui rouvre la porte pour accéder à l'accueil. Cette personne-là retient la porte systématiquement parce qu'elle voit que je suis derrière et que j'ai besoin d'avoir la porte ouverte.
j'ai pas dit, pourrais-tu me tenir la porte, j'ai pas des sacs, là. Puis tout le monde, les jeunes le font, les jeunes dans la vingtaine, les étudiants, tout le monde le fait. Ne serait-ce que je sois comme juste derrière, ou même des fois, il y en a qui vont m'attendre. Puis évidemment, moi, je le fais tout le temps aussi. C'est un réflexe. Et ça, c'est la bienveillance parce que tu vas au-devant, tu vas au-devant des besoins de l'autre. Tu sais, oh, l'autre va avoir besoin que la porte soit ouverte, donc je ne la laisserai pas fermée, je vais la laisser ouverte. Ça, c'est de la bienveillance. C'est un geste très simple que tout le monde devrait faire. D'accord? Oui. Oui. Un autre? Ah oui, cet été, ça, j'en revenais pas. J'étais allé à Paris cet été. En arrivant à Paris, je suis arrivé par la Normandie en train, puis je suis arrivé à la gare Saint-Lazare. Puis moi, Paris, là, c'était comme. Ça faisait 15 ans que je n'étais pas allé, puis les expériences que j'avais eues à Paris, c'était comme. Je me faisais insulter, puis je me faisais agresser quasiment, puis c'était. Puis là, j'avais développé un réflexe de dire tu m'écœures, je vais t'écœurer 2 fois plus, puis tu vas voir que tu vas rester encore bien plus bête que tu penses que moi je le suis, parce que toi, tu n'es pas conscient que de l'effet néfaste que tu me fais. Là, j'arrive à la gare Saint-Lazare, je monte, écoute, moi, j'étais comme un peu un ado, là. Moi, je m'en vais en taxi, je monte les escaliers pour aller dans le métro avec mon bagage de 50 livres, la grosse poche, puis mon sac à dos, puis je suis dans le métro de Paris, là, tu sais. Puis là, il y a une jeune fille d'à peu près 25 ans derrière moi, elle prend mon sac derrière, elle dit « Ah ouais, en haut ». Faber-Glass, Paris a commencé comme ça, puis ça a été de la joie, de la bonne humeur tout le long de mon séjour. Bon, il n'y avait pas de grève, il n'y avait pas de manifestation. Je suis tombé dans une période où même les gens étaient souriants, les gens étaient comme de bonne humeur. Écoute, la seule personne qui a manqué, qui a fait preuve d'impatience avec moi, c'était à l'épicerie, ou lorsque tu payes avec la machine, là. Puis là, la machine, veuillez retirer vos aliments, vous les mettez dans les sacs. Puis là, c'était comme, oui, c'est correct, je le fais, là, je me presse, là. C'est la seule fois que quelqu'un a fait preuve d'impatience. C'était drôle, je trouvais ça drôle. Une anecdote. OK, la bienveillance, ça commence par soi. Tu sais, j'ai toujours parlé de la bienveillance tantôt par rapport à comment prendre soin des autres. Mais c'est aussi prendre la bienveillance envers soi, prendre soin de soi. La relation avec vous est celle qui devrait être prioritaire. Si vous n'êtes pas capable de prendre de la bienveillance, de prendre soin de vous, comment voulez-vous prendre soin des autres? Tu sais? Alors, écoutez vos besoins, ne tenez pas vos émotions pour acquises. Écoutez vos besoins, ça, il faut d'abord les identifier. Moi, je dis souvent aux gens, c'est quoi tes besoins? Exprime-moi tes besoins, reconnais tes besoins, puis je vais te dire comment je peux t'aider à combler tes besoins. Soyez à l'écoute des signaux du corps, de vos émotions, pour savoir si c'est en rapport avec quel besoin qui est comblé ou pas comblé. S'il est comblé, vous allez avoir de la joie. S'il n'est pas comblé, vous allez être frustré. Prenez des pauses quelques fois par jour pour simplement se demander comment vous vous sentez. C'est le contact avec nos sens. Et savoir ce que vous avez besoin. Être présent à soi et aux autres. Soyez disponible. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais ça, pour être bienveillant envers soi-même ou aux autres, il faut être ouvert. Une ouverture, être disponible, se déposer, s'observer, puis prendre un moment de recul pour dire « OK, ça va comment, là? » On peut se poser la question. Développer votre écoute et votre attention. L'écoute active, c'est très important dans la bienveillance, dans la compassion. Et c'est écouter, c'est un art. Essayez de mieux écouter les autres autour en diminuant vos distractions. Donc, pour écouter, il ne faut pas juger. Et il faut aussi être présent.
100% présent en évitant les distractions. Fait que là, tu es concentré sur l'autre. On va voir ça dans les entrevues, des très bonnes entrevues, c'est avec à la télé, les meilleures entrevues, c'est quand l'animatrice ou l'animateur est complètement présent, il va poser des questions, puis il va être dans l'émotion avec l'autre. C'est qui l'animatrice d'En direct de l'univers? France Beausoin, vendredi soir, elle a fait des entrevues magnifiques que j'enregistre toutes, puis elle est vraiment à l'écoute. C'est incroyable. L'émission du vendredi. Pour remporter. Maudite vieillesse. Ouais! Puis la mémoire des noms, c'est ce que j'ai. La mémoire des dates, ça, les gens sont comme fabuleux glacés que je peux me rappeler de ce qui s'est passé il y a 20 ans, cette journée-là, le matin, puis les records de natation, là, je les connais par cœur. Je regarde Hélène Jacques, parce qu'Hélène Jacques, c'est une maître nageur, elle aussi, puis elle a battu, je pense, plus de records provinciaux que moi. Elle les comptait pas. Non, elle en a battu trop. Fait qu'elle a assez. Combien t'as de records? Elle, c'est une vraie vedette. Très humble, mais moi je reconnais parce que Hélène Jacques, c'est comme. C'est une figure de proue de la natation au Québec, chez les maîtres, à son âge. Oui, alors ne faites pas deux choses en même temps, plus concentrées. Encore pour être plus vaillant, encore des trucs pratiques, encourager les autres, on disait ça comme pour se rapprocher, encourager le soutien et l'encouragement. Ne pas viser quand vous êtes perfectionniste, ça apporte des problèmes, mais ne pas viser la perfection et que ça soit motivateur pour les autres. Faire preuve d'ouverture, donc accueillir les autres, faire place à la bienveillance, encore une fois, en laissant tomber le jugement, la critique et le dénigrement, évidemment. Sinon, on n'est pas à l'écoute. Et en soutien. Donc, être indulgent et compréhensif. Respectez vos limites. Il est impossible d'être bienveillant envers soi-même si on bafoue nos limites. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas, si on exagère sur soi, puis sur notre bienveillance, ben à un moment donné, faut mettre des limites, il faut mettre un stop. Donc ça, c'est les exemples que j'ai donnés. Oui, ça c'est fait. Gérer ses émotions. Gérer ses émotions, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est que l'expression de nos émotions, il faut pouvoir les gérer et les contrôler parce que il est dangereux de craquer d'abord pour soi ou aussi pour les autres dans notre vie professionnelle, familiale. Et là, je dis, ah ouais, c'est vrai, je vais avoir une audience de professeur. Puis là, la première chose qui me vient à l'idée, c'est la professeure qui a craqué et qui a été enregistrée, je pense qu'au printemps dernier. Elle avait vraiment besoin d'aide, elle a dépassé ses limites, puis elle a craqué. Elle a passé pour une folle, là. Tu sais, ça vous arrive. Puis j'imagine qu'avec le temps, vous autres, il y a 40 ans, quand vous avez commencé à enseigner, vous êtes tous retraités, c'était des connaissances, c'était une façon de faire, mais vous n'étiez pas là pour éduquer puis discipliner les élèves. Puis là, de plus en plus, la discipline devient, vous n'êtes pas spécialiste de l'éducation de la discipline, mais vous avez dû trouver des astuces. Puis vous êtes devenu comme apprendre sur le tas. Elle me dit oui, c'est ça, la discipline. Puis là, c'est comme, à la retraite, c'est quoi votre sentiment de votre carrière? C'est comme dire, oh, enfin, je suis parti de là parce que là, j'allais éclater, puis là, je n'étais plus capable. Pourtant, vous avez toujours été passionné de votre enseignement, mais par rapport à la gestion des émotions, par rapport
à la gestion des émotions des autres, puis la compréhension qu'on peut avoir sur les élèves, puis la manipulation que les élèves peuvent avoir vis-à-vis de vous. J'ai une diapositive là-dessus, j'aurai pas le temps, il reste juste 13 minutes, mais ça aurait été intéressant de parler. J'ai vu quelque chose d'intéressant, c'est sur les manipulateurs émotionnels. Comment les détecter? Donc là, tu lis cet article-là, tu te dis, ben voici en fait la formule pour pouvoir manipuler émotionnellement les autres. Ou les détecter puis te dire, regarde, ça c'est mauvais, là, arrête de te faire manipuler, là, arrête de... Parce que les gens s'essayent. Puis si t'es trop bonasse, puis t'es trop bon, puis tu te laisses envahir, ben à un moment donné, il va falloir que tu t'affirmes. La colère, on va passer rapidement là-dessus, contrôler sa colère pour se calmer. Donc, des trucs pratiques, c'est par exemple se retirer. Agir dans la colère, c'est dire, OK, je me retire, puis je m'en vais marcher, puis je m'en vais décanter. Je m'en vais voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que la colère, ça demande une certaine réflexion pour connaître les causes. Prendre des grandes respirations, la pause contrôle de soi de 5 minutes, c'est comme s'asseoir, c'est comme presque faire de la méditation, les bras croisés, les yeux fermés. Puis là, tu prends 5 minutes pour descendre la soupape. Dédramatiser par le rire, en rire. Des fois, il y a des situations qui sont très émotives, puis tu vires ça à la farce, sans dénigrer l'autre, évidemment. Là, c'est comme, non, c'est pas si grave que ça, là, puis effectivement, c'est pas si grave que ça. Fait que, moi, j'utilise beaucoup ça dans ma vie aussi, le rire, pour dédramatiser. Reconnaître les signes de colère, ne pas faire étalage de sa colère comme le professeur, faire preuve d'empathie. Donc, l'élève, il est dissipé, il dérange les autres, mais c'est quoi qu'il y a derrière ça? C'est quoi la compréhension de ce que tu peux avoir? Ne pas tirer sur le messager, parler de sa colère, écrire un journal aussi. Ça permet de pouvoir relativiser tout ça. Culpabilité et la honte. La culpabilité, c'est ce que la personne fait, alors que la honte, c'est ce que la personne est. La honte, c'est par rapport avec ta personnalité, c'est par rapport à ta dignité. La honte, c'est par rapport à ta dignité et l'honneur. Nous pouvons avoir honte de ce que nous faisons, ressentons. La honte, c'est vécu par rapport à soi-même, alors que la culpabilité, c'est une faute qu'on peut reconnaître, mais qui a rapport avec qui est face à un objet extérieur ou à une personne extérieure. Alors, je vais passer vite là-dessus, c'est juste pour faire une distinction entre les deux rapidement. Angoisse et anxiété. L'anxiété, c'est toujours par rapport à une menace, par rapport à une crainte. Elle peut être chronique ou passagère. Et l'anxiété, c'est une alerte pour solutionner un problème. Ça peut être aussi une anxiété d'anticipation de ce qui pourrait survenir. Puis souvent, on dit, 95% de ce pourquoi on a de l'anxiété ne se produira pas. Mais notre passé nous amène à craindre qu'il pourrait se passer le pire, puis on s'imagine le pire. Alors, ça amène des problèmes de nervosité, de soucis, de préoccupation, avec des signes physiques comme le trouble de sommeil. Mais c'est une menace vague. L'angoisse, elle est beaucoup plus intense et elle peut mener à des problèmes imminents de danger qui sont très, très près. C'est pas quelque chose qu'on s'imagine comme l'anxiété, mais qui peut amener à des crises de panique, des crises d'angoisse qui sont donc intenses et profondes et qui nous empêchent de continuer. L'anxiété ne nous empêche pas de continuer. Donc, l'étape après l'anxiété, c'est l'angoisse, puis l'étape après l'angoisse, c'est la dépression. Donc, il faut agir avant d'être en période de dépression. Moi, je peux agir sur l'anxiété, l'angoisse des personnes, mais quand on tombe dans la dépression, je réfère à un psychologue. Ça, je ne suis pas formé pour faire ça. Le stress
ben, tous les états de stress vont amener à des problèmes d'angoisse et d'anxiété. Par exemple, des décès, divorces, déménagements, mariage. Donc, ça peut être positif ou négatif. Donc, si le stress est positif, ça va nous amener à être plus performants dans la vie. Si c'est négatif, ben, ça va amener des problèmes pour gérer, des difficultés de gestion. Donc, des inquiétudes, des contrariétés comme des embouteillages, la maladie, des emplois, le stress, gestion. Donc, les saines habitudes de vie, je vais passer là-dessus, je n'ai pas eu le temps d'en parler. S'affirmer en 6 étapes. Pour s'affirmer, c'est communiquer clairement et directement ses besoins et ses sentiments. Donc, c'est quoi tes sentiments, c'est quoi tes besoins, il faut en être conscient et il faut les communiquer clairement en parlant des bons mots et de façon appropriée, au moment approprié, pour permettre une entente. Oser exprimer votre désaccord juste pour le plaisir, ça c'est comme la première étape quand on dit que la personne ne s'affirme pas du tout. On instaure un jeu qui dit exprime ton désaccord. Tu sais, c'est pas de dire hey, là je dis non puis c'est fini. C'est comme je suis juste en désaccord avec ce que tu dis, tu l'exprimes plutôt que de dire ah non, je n'exprimerai pas mon désaccord parce que là on va mal le prendre, là ça va mal finir. Exprimez comme juste pour le plaisir de le faire. Donc ça, c'est un exercice. Donc, un point de vue sur les faits en laissant de côté le besoin d'avoir raison. Le besoin d'avoir raison, ça c'est une autre astuce que je vais vous parler peut-être tantôt, si j'ai du temps. Oser dire non sans excuse ni longue explication. Donc, je dis non, mais là, c'est parce que là, il faut que tu comprennes que je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais non, ça c'est non, là, regarde, non, je ne suis pas disponible, il faut que je me respecte. Là-dedans, c'est ta demande, et je la comprends, mais moi, je ne peux pas, parce que j'ai des limites. Et on parle toujours au « je ». Donc, c'est « je dis non », c'est moi qui parle. Confronter la peur d'être perçu comme une personne agressive. Être agressif, c'est interrompre, diminuer ou critiquer les autres. Donc ça, c'est être agressif. On s'affirme de façon non agressive. Et sinon, ben, ça compromet l'effet de vouloir dire non ou de s'affirmer. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que quand j'écoute des séries Netflix, moi j'écoute les thrillers, les trucs politiques. Puis à chaque fois, il y a beaucoup d'interactions, la psychologie des personnages, c'est toujours incroyable, les discours sont incroyables. Puis les gens vont toujours prendre une voix douce pour te dire les pires bêtises. Ou faire des menaces ou du chantage. Regarde, arrête là, parce que là, ça marche pas. Hey, moi, je serais pas capable, je serais en colère, je dis hey, arrête, là, ça va faire. Mais sur Netflix, là, ils sont toujours dans la douceur. Donc, ils sont en plein contrôle de soi, ils savent ce qu'ils vont dire de façon éloquente, puis le message va passer à l'autre. Puis la relation ne sera pas compromise. C'est comme je m'affirme, garde, respecte-moi, puis garde, moi, voici l'enjeu, puis voici ce que je te propose. Vous observerez ça sur Netflix, c'est incroyable. Moi, plus particulièrement, parce que moi, c'est pas comme ça que j'aurais réagi. Exprimez votre opinion, parlez de vous en bien. Ben là, tu sais, vous avez des valeurs, vous avez une valeur, arrêtez de vous dénigrer. Vous avez s'affirmer, c'est de dire, on parle de soi en bien. Faim émotionnelle et la compulsion alimentaire, ça aurait été le fun, parce que ça fait partie de mes spécialités. Mais les émotions sont en rapport avec les signaux de faim et de satiété. Et est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai vraiment envie de manger? C'est des questions qu'il faut se poser avant de tomber dans la compulsion alimentaire. OK, on rentre dans certaines astuces. Ne stressez pas pour les petites choses. Tu sais, le stress amène de l'angoisse, de l'anxiété, amène des émotions, de désarroi, de perte de contrôle, mais choisissez vos batailles. Puis surtout à notre âge, je pense que les personnes à la retraite,
sont capables de faire la part des choses. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Oui, donc, vous savez de quoi je parle? Fait que l'important, c'est d'être dans le moment présent. Vous avez eu des bons souvenirs et des mauvais souvenirs, mais restez pas accrochés à ça. Ne laissez pas le passé vous entraîner et ne laissez pas l'avenir vous effrayer, la peur de l'avenir. Et restez accroché à son passé. À un moment donné, il arrive un âge où tu dois, après 40 ans, tu dois cesser d'accuser tes parents pour tes blessures de ton passé. Garde. Oublie, pardonne. Et. Hein? Avance. Avance, va de l'avant. Pardonner, c'est un peu plus tard, mais là, je l'ai en tête. Pardonner, quand on pardonne aux autres, là, c'est pas pour que la personne se sente bien. On n'est pas dans la bienveillance. On pardonne aux autres, on pardonne pour soi. On pardonne pour soi. Pourquoi? On pardonne pour se libérer. Libérer de la rancœur, libérer de l'émotion qu'on a par rapport à l'autre. On efface, puis on va de l'avant. Lâcher prise, pardonner pour se libérer. Je pense que c'est sur cette diapo-là. Et plein d'astuces. Ouais. 2 minutes, on va. Ah oui, celle-là, je l'aime bien. Il vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. Bon, surtout que moi, j'ai comme toujours eu raison dans ma vie. Là. Oh, là, je viens de dévoiler un défaut. De dire. Avec ma clé, non, pas juste Mr. Right, Mr. All Right. Oui, c'est ça, tu as toujours raison. Faut pas toujours avoir. Se battre pour avoir raison, là, puis c'est dans la haine, là, dans les émotions négatives, oubliez ça. Laissez l'autre, parce qu'il y a des discours que vous ne changerez pas d'idée les autres. Et c'est mieux d'avoir la paix que d'avoir raison. Et ça, on en a eu des exemples incroyables dans la pandémie avec les tenants de la théorie du complot. Ces gens-là ne sont pas logiques, s'accrochent à des demi-vérités, à des mensonges, à des... Pourquoi? Parce qu'ils vivent de l'insécurité. OK? Vivre de l'insécurité, c'est une émotion qui est forte. Et tout ce qui va, tu sais, comme un débat en plus, en moins, tout ce qui va les sécuriser, toutes les théories qui vont les apporter à être mieux, à se sentir mieux, ils vont adhérer à ça. Même si la logique ou les recherches, les médias disent le contraire. Choisir des activités qui nous font du bien. Être fier de soi. On ne parle pas d'orgueil, là, on parle de fier de soi. C'est pas dire moi je suis fier de moi, puis je vais m'en servir pour me sentir supérieur à toi, puis te dénigrer. Là. Fier de soi, c'est Hélène, t'es fier de toi? Es-tu fier de ce que tu as accompli? Je suis pas rendu là dans mes pensées. Eh bien, sois fier de toi. Parce qu'on a accompli des choses dans notre vie, puis il faut en être fier. Il faut être content. Ça nous donne de la valeur. Choisir ses amis. Vivre le moment présent. Donc, pas rester accroché au passé, pas avoir peur de l'avenir. Est-ce qu'on choisit ou on subit? Soit se choisir, mais arrêter de subir ce que les autres nous font. Nous impose. Donc, ça passe par l'affirmation de soi, faire du ménage dans les relations, du ménage dans votre vie. À un moment donné, c'est assez, là, les relations toxiques. Là. Gardez autour de vous ceux qui vous font du bien puis ceux qui vous tirent vers le haut. On peut s'en servir pour influencer les autres. J'aurais eu quelque chose de pas mal intéressant sur la manipulation émotionnelle. Ça sera pour une autre fois. Se faire manipuler, le chantage, sur les relations intimes. OK, l'amour. Mon truc perso. C'est drôle parce que moi, dans ma relation de couple, j'ai un truc pour faire en sorte que ça dure plus longtemps dans l'harmonie. Puis,
Puis la semaine passée, j'ai eu une collègue qui disait à Magdalene la même affaire. Hein? Je dis, oh oui, c'est drôle. Donc, ça valide ce que je pense. Et mon truc perso, pour faire en sorte que votre couple aille mieux, c'est de miser sur le positif puis de minimiser le négatif. Là, ça veut dire que si ça va mal, là, arrêtez de dénigrer puis de donner des regrets, des remords ou de donner des aspects négatifs à votre conjointe. Et c'est de faire la liste des sentiments positifs qui vous unissent. Qu'est-ce que vous aimez chez l'autre, que vous avez toujours aimé, pour laquelle vous êtes marié, et vous renforcez, exagérez ces émotions-là. Par contre, de façon de se hacker, c'est envers les autres qu'on aime, et pardonner, minimiser les défauts des sentiments négatifs. Si vous êtes toujours en train de dénigrer l'autre, puis de ne pas le respecter, puis de dire « Ouais, là, je t'anime que tu agisses comme ça, puis tu es toujours comme ça, puis ça, c'est... Arrêtez de faire ça, puis diminuer rebalancer le positif et le négatif, mais en exagérant le négatif, puis en diminuant le négatif. C'est ce que j'appelle la mémoire sélective des sentiments. Donc, soyez bienveillants, prendre soin de l'autre, gratitude, compliment, sans cynisme, sans sarcasme, sans accusation, sans reproche, sans colère, sans attaque. Encore faut-il que l'autre fasse la même chose. Ouais, c'est ça, hein. Et ça soit un échange, tu sais. Fait que, tu sais, ben, vous pouvez peut-être éduquer l'autre à dire, ben, tu préfères la même affaire, là. L'intelligence intime, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On va passer là-dessus. Ah, les manipulateurs émotionnels. On n'a pas de temps là-dessus. Mais Vincent en a parlé un petit peu sur les manipulateurs. Ils jouent à la victime, ils sont orgueilleux, donc ils veulent se passer supérieurs, minimisent vos émotions, font du chantage, de l'accusation, dévalorisation, l'estime, accusent votre estime de soi en vous rendant coupable, insécure. Donc, créent une kyrielle d'émotions négatives qui affectent votre estime de soi, votre confiance en soi, la démolit, pour pouvoir pour mieux vous contrôler. Trop aimer, c'est trop contrôler. Donc, vous devez vous affirmer, déterminer vos limites, savoir votre valeur, dire que la personne ne vous respecte pas, ça c'est inacceptable. C'est pas évident, mais ça s'apprend. En conclusion, mes chers amis, profitez de la vie tranquille à ce stade de votre vie à la retraite. Prenez soin de vous, ne vous stressez pas, gérez-la et soyez heureux. Je vous souhaite de vivre libre à la retraite. Et c'est ce que j'ai choisi de faire il y a 10 ans quand j'ai quitté l'Université Laval pour être travailleur autonome. J'ai choisi la liberté de faire ce que j'aime à mon rythme puis d'être mon propre boss. Fait que c'est ce que je vous souhaite. Merci. On a du temps pour quelques questions. Parlez fort, puis les gens parlent de porter. Allez, vous portez la main.